Bonjour. Nous avons, dans les séquences précédentes, détaillé l'apparition des formes de fond et leurs conséquences sur l'écoulement. Or, il est clair que si des formes de fond peuvent apparaître, c'est parce que les grains situés sur le lit des cours d'eau peuvent se déplacer. Nous allons donc dans cette séquence essayer de répondre à la question suivante. Quelle quantité de sédiments peuvent être transportés par charriage ? Pour cela, notre objectif sera de vous faire découvrir les formules usuelles qui permettent de calculer le transport solide par charriage. Nous commencerons par découvrir comment Meyer-Peter et Müller ont développé leurs célèbres formules. Nous présenterons ensuite d'autres formules connues et enfin, nous discuterons des conditions d'utilisation de ces lois. Les expériences de Meyer-Peter et Müller ont été menées dans un canal comme celui qui est schématisé ici, dont les parois sont suffisamment lisses pour pouvoir négliger leur rugosité et munies d'une trappe qui récolte les sédiments transportés par l'écoulement. Différentes conditions d'écoulement uniformes ont été étudiées, correspondant à des débits liquides et solides différents et avec des grains de diamètre différents. Pour chaque cas, Meyer-Peter et Müller ont d'une part mesuré la profondeur d'eau H et la pente de fond S0, à partir desquels ils ont pu déduire, par la formule de Manning, le coefficient de frottement du lit NB. Ils ont aussi mesuré le transport solide par unité de largeur du canal via le poids déjaugé des grains dans la trappe. Tenant compte de la rugosité différente due aux grains et aux formes de fond, ils ont mis leurs données sous la forme graphique illustrée ici, les abscisses et les ordonnées ayant été au préalable adimensionnalisées. Il est intéressant de constater que les valeurs adimensionnelles qu'ils ont proposées correspondent en réalité aux variables adimensionnelles de la sédimentologie que sont le transport solide adimensionnel QSB étoilé et le paramètre de Shields TOB étoilé. Les points mesurés s'alignent le long d'une droite pour laquelle ils ont proposé l'équation suivante. On voit que dans cette formule, mais également de manière très claire sur le graphique, qu'il existe un seuil à partir duquel les grains peuvent être mobilisés. En dessous de cette contrainte de cisaillement seuil, aucun mouvement n'est observé. On retrouve donc bien ici un résultat déjà établi avec le diagramme de Shields. Les résultats de Meyer-Peter et Müller peuvent donc finalement se mettre sous la forme suivante, adimensionnelle entourée en rouge ou dimensionnelle en bleu, donnant leur formule de transport solide bien connue. Attention, n'oublions pas que le débit solide QSB de la formule correspond à un débit solide par unité de largeur, et que celle-ci ne donne donc pas le débit solide total dans la section transversale. Bien d'autres formules existent pour calculer le débit solide. Nous allons en découvrir quelques-unes. Ce tableau reprend plusieurs formules issues de la littérature scientifique et souvent utilisées en pratique. Elles ont été établies à partir d'essais en laboratoire ou à partir de mesures sur le terrain pour les gammes de diamètre de grains indiquées. Il est intéressant de constater que ces formules font toutes apparaître une dépendance du débit solide vis-à-vis de la contrainte de cisaillement qui s'exerce sur le lit, et qu'on retrouve également l'idée d'un seuil de mise en mouvement des grains. Il nous reste maintenant à vérifier si ces formules donnent des valeurs comparables ou très différentes entre elles. La figure présente le résultat de calcul de transport solide en écoulement uniforme pour différentes pentes de fond, réalisées à partir des différentes formules du tableau. On voit que la variabilité des résultats est très importante, et on observe des valeurs qui vont du simple au double, voire plus, pour les différentes formules. Il est donc très difficile de déterminer avec précision le débit solide dans un cas pratique, puisque la prédiction va dépendre de manière significative de la formule choisie. Évidemment, si on dispose de quelques mesures de terrain relatives au cas étudié, il devient possible de sélectionner la formule qui produit les résultats les plus réalistes pour le site considéré. Cela nous amène à la dernière partie de cette leçon. Nous allons maintenant nous poser une série de questions quant aux conditions d'application des lois de transport solide. La première question que l'on peut se poser
est celle de la pente à considérer pour le calcul de la contrainte taux zéro. Si l'écoulement peut être considéré comme uniforme, il n'y a aucun problème. On peut indifféremment utiliser la pente de fond S0, la pente de la surface libre SW ou la pente de la ligne d'énergie SF, puisqu'elles sont égales. Par contre, si l'écoulement n'est pas uniforme, comme sur l'exemple illustré ici, ces trois pentes peuvent être très différentes. Et il convient alors de considérer la pente de la ligne de charge SF. Cependant, en pratique, sur le terrain, cette pente peut s'avérer très difficile à estimer et on doit alors se contenter d'utiliser la pente de la surface libre SW, qui est parfois la seule valeur à laquelle on a accès. Comme on le voit, l'idéal dans ce cas est de se situer dans une zone où l'on peut raisonnablement faire l'hypothèse que l'écoulement est proche de l'écoulement uniforme pour limiter les erreurs. Une autre question concerne l'état du transport solide. Celui-ci est-il à l'équilibre ou non? En d'autres termes, est-ce que l'écoulement transporte bien tous les sédiments qu'il est capable de transporter? En effet, en pratique, on observe que l'écoulement met un certain temps, qui se traduit par une certaine distance, pour se charger de tous les sédiments qu'il est capable de transporter. On n'a donc pas une adéquation immédiate entre le débit liquide et le transport solide correspondant. Illustrons cela par un exemple. Supposons qu'en un endroit d'un bief de rivière, on mesure l'hydrogramme indiqué en bleu, résultat de l'hydrogramme gris injecté à l'amont du bief. Cet hydrogramme mène à un écoulement qui provoque la contrainte de cisaillement taux zéro représentée en rouge. On sait que c'est cette contrainte qui va être directement responsable du transport solide. Or, on voit qu'elle n'est pas en phase avec le débit. En effet, le maximum de contrainte survient avant le maximum de débit, soit avant le pic de l'hydrogramme. En outre, la diminution de la contrainte lors de la décrue est plus lente que la diminution du débit. On voit qu'on a affaire à un phénomène d'hystérésis du transport solide. Pour une même valeur du débit, on trouve deux valeurs différentes de la contrainte taux zéro, selon que l'on se situe sur la phase montante ou descendante de l'hydrogramme. Cette non-simultanéité entre le débit et la contrainte de cisaillement ajoute une incertitude supplémentaire à la détermination du débit solide, que certains auteurs essayent de lever via le concept de loi de chargement. De telles lois de chargement visent à décrire le décalage spatial ou temporel existant entre le débit liquide et le débit solide résultant. Elles sont cependant encore sujettes à beaucoup de discussions au sein de la communauté scientifique et nous ne les aborderons donc pas ici. Enfin, une dernière question que l'on peut se poser concerne le diamètre des grains à considérer lorsqu'on veut évaluer le débit solide. En effet, dans la nature, le lit des cours d'eau est rarement constitué de sédiments uniformes et on observe plutôt un mélange de grains de dimensions différentes. L'exemple illustré ici est tiré d'expériences réalisées en laboratoire, dans lesquelles le lit est initialement constitué de grains dont le diamètre représentatif est de 14,5 mm et dont l'étendue granulométrique sigma est de 3,2, soit une valeur supérieure à 2, qui indique donc que la granulométrie initiale du lit doit être considérée comme étendue. Après le passage d'un débit de 100 litres par seconde, le lit présente une granulométrie plus grossière et moins étendue. En effet, les particules les plus fines ont été emportées par l'écoulement et les particules les plus grossières sont restées en place, formant ainsi une couche de pavage qui va rendre le lit moins facile à éroder. La prise en compte d'une granulométrie étendue pour le calcul du débit solide reste difficile en pratique. En effet, on peut facilement imaginer de calculer séparément le débit solide relatif à différentes classes de dimensions de grains, mais cela implique de pouvoir également tenir compte de différents facteurs, comme le masquage de grains plus fins par des grains plus grossiers par exemple, ce qui est difficile à quantifier. Il n'en reste pas moins que ces effets de granulométrie sont importants, comme on peut le voir sur l'exemple illustré ici. Soit,
un bief de 38 km de long, avec un débit liquide de 4000 m3 par seconde et un débit solide nul, celui-ci étant par exemple bloqué par un barrage situé à l'amont du bief. À l'aval, un autre barrage impose un niveau d'eau constant. La granulométrie du lit, illustrée ici, est assez étendue, avec des sédiments compris entre 5 et plus de 100 mm. Si on calcule l'évolution du lit en fonction du temps au droit d'une section à l'amont du bief, on observe de grandes différences dans les résultats en fonction du nombre de classes choisies pour calculer le débit solide. Si on ne considère qu'une seule classe, et donc un seul diamètre de grain représentatif de toute la courbe granulométrique, on obtient les résultats illustrés en vert et on voit que la simulation va produire une érosion importante, de l'ordre de 50 cm. Alors qu'avec 3 ou 5 classes pour représenter la distribution granulométrique, on calcule une variation bien moins importante du lit. À nouveau, cela illustre la prudence avec laquelle il faut manier tous ces concepts. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Nous avons découvert plusieurs formules permettant de calculer le transport de sédiments par charriage dans l'écoulement. Et nous avons évoqué les nombreuses incertitudes qui subsistent dans l'évaluation du débit solide, que ce soit à travers le choix des paramètres à utiliser dans les formules ou dans les conditions d'utilisation de celles-ci. N'hésitez pas à vous exercer à manier tous ces concepts